Bonjour à tous pour cette table ronde des assises du livre numérique 2020. Je pense que ça ne va pas du tout ressembler à ce qui s'est passé en 2019. On peut déjà voir que nous sommes masqués et puis surtout on va revenir sur le contexte de cette année 2020, ce que ça a impliqué pour le livre numérique, ces manuels scolaires qui ont été disponibles librement pour les élèves, les enseignants et aussi peut-être les parents, ce qui en a été fait, comment aujourd'hui le secteur évolue, quels en sont les enjeux, avec des intervenants qui sont à la fois partie prenante et observateurs du sujet, puisqu'on a à la fois des professionnels du livre, une représentante de l'éducation nationale et un représentant des parents. Je crois aussi que les parents ont beaucoup de choses à dire sur la question et je vais vous présenter sans plus tarder. Rodrigo Arenas, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésident de la FCPE, c'est la principale fédération de parents d'élèves. Vous parlez en son nom et vous avez 4 enfants, vous nous l'avez précisé avant. Donc, une bonne expérience peut-être pendant ce confinement à la fois personnel et global, puisqu'il y a eu beaucoup de retours de parents pendant cette période compliquée pour les familles. Célia Rosentraub, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association des éditeurs d'éducation, des éditeurs qui se sont fortement mobilisés pendant le confinement et qui restent mobilisés depuis, avec une offre numérique qui n'a fait qu'accroître et embellir, mais on va voir comment et surtout quels sont les points forts qui sont ressortis de cette période, quels enjeux aussi, ceux dont vous allez aussi nous parler. Bruno Revelin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement numérique d'Editis, donc vous avez une expérience avec des manuels en particulier. Vous pourrez nous parler de ce qui s'est passé très précisément pendant le confinement avec des remontées d'informations, parce que ce ne sont pas que des grandes idées, c'est des informations très précises et vous allez nous les donner. Avec nous également à distance, Christine François, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes déléguée académique au numérique de l'Académie Nancy-Metz. Je disais merci d'être avec nous depuis. Alors, vous êtes où exactement? Je suis dans nos locaux, rectorat à Nancy. Voilà, et vous allez nous parler de cette académie en particulier, académie qui est passée au tout numérique à la rentrée pour les manuels des lycées. C'était déjà 75% pendant le confinement. Donc là aussi, un retour d'expérience assez particulier. Mais on va commencer avec vous, Célia Rosentraub, sur cette période. Déjà, il y a eu de la part des éditeurs d'éducation une réaction assez rapide sur ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait proposer. Et ça a été la décision de mettre à disposition gratuitement les manuels. Tout à fait, c'est-à-dire que 3 jours avant l'annonce du président de la République qui allait annoncer donc en mars 2020 la fermeture des écoles, l'ensemble des éditeurs adhérents de l'association, on est plus de 27 éditeurs scolaires, ont décidé très rapidement de mettre en ligne gratuitement l'ensemble des manuels scolaires. Et quand on dit très rapidement, c'est en 2 jours, en fait, les équipes ont fait un travail formidable et c'est plus de 3000 manuels scolaires qui ont été mis en ligne progressivement. Donc d'abord, on a commencé un peu moins et puis on a eu une demande très forte de la part des enseignants du primaire, de la part des enseignants du collège, qui nous ont dit « mais il nous manque ce manuel, s'il vous plaît, mettez-nous en ligne ce manuel, etc. » Donc on a ouvert une plateforme, on a eu plus de 5 millions de visiteurs sur ces plateformes, on a eu des millions de pages vues, donc c'est vrai qu'on a constaté à l'aune de ce confinement, en fait, c'est révélateur aussi un peu des manques qu'il pouvait y avoir dans les écoles, on va sans doute en parler, mais des équipements, mais aussi d'un manque assez criant de ressources. C'est plus de 50% des enseignants du collège, 30% des enseignants du primaire qui ont utilisé ces ressources. Ils les ont utilisées parce qu'ils n'en disposaient pas, ni en papier, ni en numérique. C'est bien parce qu'ils étaient dépourvus de manuels papier ou de manuels numériques qu'ils ont dû faire appel, enfin qu'ils sont allés sur nos plateformes. Et puis en tant qu'éditeur scolaire aussi, on l'a vu d'une autre façon, et ça c'est aussi un révélateur des inégalités à l'école, c'est que ce sont les familles qui ont finalement pallié aussi au manque de ressources. Et on a vu, nous, notre marché de ce qu'on appelle la révision scolaire, donc les cahiers de vacances, les cahiers de soutien, par ailleurs exploser. C'est-à-dire que ça fait plus de 30% de croissance. Alors c'est très bien, mais à la fois, ça veut dire que ce sont que les familles favorisées qui ont pu faire ça. Et donc, elles ont acheté, à la place de l'école, des cahiers de révision, des cahiers de soutien pour accompagner leurs enfants. Donc on imagine bien que ça a creusé aussi encore plus les inégalités qui étaient déjà présentes dans les écoles.
famille aisée, famille préoccupée, famille inquiète aussi. Ça se partage assez bien socialement, cette inquiétude vis-à-vis de la scolarité. Avant de revenir aux chiffres et aux données avec Bruno Revelin, Rodrigo Arenas, puisqu'on parlait des parents, ce besoin des parents de trouver des ressources qu'on trouve plutôt en numérique, surtout quand tout est fermé à part les ordinateurs. Vous l'avez aussi identifié, vous? Ça s'identifiait déjà avant le confinement, c'est-à-dire les régions notamment ont trouvé quelque chose de magique à équiper en tout numérique les établissements, donc les enfants, sans se poser la question du recul sur ce que représente cette technologie, notamment en termes de santé publique. Aujourd'hui, il y a des régions qui équipent entièrement les enfants, c'est-à-dire que les seules ressources pédagogiques sont celles des régions. Oui. Mais pour parler de la période du confinement, précisément, parce que évidemment, ça c'est un point que nous allons largement explorer, et je pense plus dans la deuxième partie. D'accord. Mais sur cette période du confinement, avec l'idée pour les parents qu'il fallait suivre, pallier des manques peut-être d'ailleurs qui n'en étaient pas, parce que c'était une période très inquiète du côté de l'éducation et du suivi scolaire des enfants. Est-ce qu'on vous a parlé des besoins des parents? Il y a eu des vrais besoins, notamment pour les enfants. C'est-à-dire que par nature, un parent est inquiet pour son enfant. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on répond à cette inquiétude. Et c'est vrai que le support numérique, qui a été révélé notamment les ruptures au sein des enseignants pour continuer à faire l'école à la maison, ce qui était un beau slogan, mais qui en fait n'était pas une réalité, parce qu'enseignant, c'est un métier, et ce sont les parents à qui on a demandé de jouer au maître et à la maîtresse pendant cette période-là. Simplement, on a bien montré que le support technologique auquel faisait référence Madame et la réalité à la maison, il y avait un gap qui s'appelle la formation. C'est-à-dire qu'on ne se décrète pas enseignant, et on ne peut pas demander aux parents de faire cela. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'outil numérique, que ce soit les livres, mais aussi toutes les plateformes qui ont été ouvertes, notamment les visites dans les musées aussi, qui ont été gratuites, c'est-à-dire tous les outils qui étaient avant payants et qui se sont démocratisés et universalisés avec une liberté d'accès, ont eu ce côté un peu doudou de venir remplacer ce que les parents ne pouvaient pas apporter. Et là, on a un vrai problème qui s'est mis en place, c'est qu'on a changé de civilisation scolaire. C'est-à-dire que la place du numérique est devenue prépondérante et du coup, ça a bousculé aussi le parent dans sa paternité ou sa maternité, c'est-à-dire dans sa parentalité, dans son rôle de coéducation. C'est jusqu'à quel moment est-ce que l'outil numérique peut remplacer ou pas soit les parents, soit les enseignants. Et là, nous avons tous un problème, que ce soit du côté de l'éducation nationale, que ce soit des éditeurs, mais aussi des parents, parce qu'on a bien vu que dans la situation, nous avons tous été dépassés par les événements. À plein d'égards, parce que situation inédite et complexe, ça me fait penser à une question, Célia Rosentraub, finalement, c'est le livre qui nous permet parfois de comprendre ce qui est fait en classe parce qu'on a une explication écrite et c'est ce qu'on attend un peu du manuel. Est-ce que vous identifiez ce besoin et est-ce qu'il est suffisamment... est-ce qu'on y répond suffisamment dans les manuels, à savoir comprendre ce que c'est une leçon, voir comment on étudie l'histoire à base de documents. Au collège, on découvre beaucoup de choses finalement en tant que parent quand on se plonge dans les manuels de ces enfants qui sont des élèves. Oui, c'est vrai que le manuel, il a cette place particulière parce qu'il est à la fois il est dans le triangle en fait enseignant, élève, famille, et il a ce rôle particulier à la fois de servir l'enseignant pour l'aider à faire ses cours, l'élève pour évidemment aller faire des exercices révisés, puis le parent pour comprendre finalement la progressivité des apprentissages et le parcours que vont suivre ces enfants. Et donc et je crois qu'avec le confinement, on s'est rendu compte que souvent ce livre était finalement parfois le seul qui rentrait dans les familles. Le seul livre finalement qui pouvait exister dans les familles. Il a cette place très très importante et on l'a vu encore plus au moment du confinement, puisque si nos manuels numériques ou nos manuels papier, parce que certains ont quand même apporté à la maison, heureusement, les manuels papier qui pouvaient se trouver dans les classes, on a bien vu que c'est devenu un référent pour les parents, c'est vrai, et les enseignants qui se sont beaucoup appuyés sur le manuel, parce que le manuel, il a cette capacité de pouvoir à la fois mettre un élève en autonomie pour qu'il puisse faire ses exercices, réviser son cours, mais aussi être un support documentaire pour l'enseignant pour faire son propre cours. Donc, effectivement, il a été très utilisé pendant cette période-là, encore plus que d'habitude. Et un support sûr pour les parents sur ce qui est demandé. Ça dit le programme. On est sûr que c'est le programme qui est réalisé dans le manuel. Donc, effectivement, c'est un côté très rassurant pour le parent. Christine François, quel retour d'expérience du côté d'une académie en particulier qui était largement passée, du moins pour les lycées, au manuel numérique, retour d'expérience de cette période si particulière du printemps 2020 et du confinement et de l'éloignement physique de l'école?
Ce dont je peux témoigner, c'est un engagement remarquable, effectivement, hein, de tous les partenaires de l'éducation nationale et aussi des enseignants. Ils se sont mobilisés avec beaucoup de créativité et d'agilité pour faire face à cette période qui était inédite, vous l'avez dit. Nous avions un écosystème numérique qui a permis de garder un lien avec les familles, avec les élèves, par l'outil, mais en réalité, il n'est utile que parce qu'il est pris en main et il est utilisé par les enseignants vers les élèves et vers les parents. On a eu beaucoup de phénomènes de coéducation. Les enseignants nous ont beaucoup évoqué le lien aux parents, donc par rapport à l'accompagnement qui est proposé aux enfants et au fait qu'il y avait besoin d'explication de la consigne à l'élève et aussi parfois aux parents pour qu'on puisse accompagner l'enfant dans cette situation d'apprentissage. Le numérique ne fait pas tout. Il faut tout de suite le poser comme en introduction parce que le numérique n'est qu'au service de la pratique de l'enseignant. Et c'est l'enseignant qui est au cœur de cela et qui sait s'en saisir. Autant on a eu le manuel papier comme un outil pour l'enseignant et aujourd'hui on a le manuel numérique disponible pour tous nos lycéens à cette rentrée qui permet de continuer de l'enseignement hybride ou de l'enseignement en présentiel actuel. Donc vraiment bien cela. En bilan de confinement, moi je trouve qu'on a passé 3 paliers. Je vais très vite les citer. Le premier, c'est un palier. 3 paliers. On commence avec le premier. Voilà, 3 paliers. Le premier, c'est une acceptabilité d'une communauté de pratique pair à pair avec les enseignants. On a assuré au niveau de l'académie 5 000 heures de formation pendant la période de confinement, c'était massif et on a accompagné plus de 15 000 enseignants. Donc vous comprenez qu'il a bien fallu accompagner aux transformations des pratiques de façon très rapide pour qu'ils puissent se servir de tous les outils mis à disposition. Le médecin palier, ça a été évoqué par les professionnels de l'édition, c'est sur les infrastructures. Il y a eu un effort massif, impressionnant, de mettre en place des infrastructures qui tenaient la charge d'usage. Et une transformation accélérée, vraiment, une mobilisation nationale autour de cette préoccupation du lien vers les enfants, vers les familles, et ça a été massif. Et puis le troisième palier, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure, c'est la coéducation. Actuellement, on continue des plans d'accompagnement pédagogique quand c'est nécessaire, quand il y a trop d'élèves dans un lycée, par exemple. Eh bien, il y a un vrai plan mis en place pour informer les familles, transmettre les informations et de façon plus forte que ça ne pouvait être dans les usages. Merci. Alors, on va déjà revenir sur un des points que vous avez évoqué, la robustesse des infrastructures, ce que j'appelle les tuyaux. En tout cas, c'était un enjeu et ça l'a été très précisément pour des gens qui n'ont pas pu se connecter pendant cette période à des moments, parce que ça fait beaucoup quand 12 millions d'élèves ont besoin d'une connexion. Allez, on peut peut-être enlever les élèves des premières sections de maternelle. En tout cas, le besoin a été important et a nécessité donc des infrastructures techniques. Je me tourne vers vous, Bruno Revelin. Ces infrastructures ont-elles tenu le choc là pendant ce confinement, et comment avez-vous fait en sorte que ça tienne au début, dans le temps, et que les contenus soient disponibles? Alors effectivement, c'était un enjeu important pour nous en tant qu'éditeurs et directeurs de produits et de services numériques, d'avoir des infrastructures qui tiennent et d'assurer le bon fonctionnement et la continuité de fonctionnement et de l'accès à nos services, à nos produits, et donc en particulier à nos manuels numériques. Et cela, ça a été possible par des architectures qui étaient, alors déjà en place, mais qui étaient ce qu'on appelle facilement redimensionnables. On dit aussi scalables. Et ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs serveurs en parallèle qui servent l'application, en l'occurrence les manuels numériques, et qu'on peut en rajouter d'autres pour augmenter la capacité. C'est ce que nous avons fait pour nos produits très rapidement dans les premiers jours du confinement, en multipliant en fait les serveurs pour être en capacité d'assurer une continuité de service. Et effectivement, nous avons eu la chance de ne pas avoir d'interruption de service sur la mise à disposition des manuels numériques. Et c'est ce qu'ont fait l'ensemble des éditeurs pour leurs produits. Là aussi, vous avez appris
quelque chose. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez observé sur la consultation des manuels, par exemple, le comportement à la fois des enseignants et puis aussi des élèves, des particuliers? Alors, dans ce contexte-là, en fait, il y avait deux types d'accès. C'est-à-dire qu'on avait d'une part les accès, je dirais, classiques, c'est-à-dire les établissements clients des produits numériques et déjà largement équipés. C'est le cas de la région Grand Est. Et puis, il y avait effectivement des établissements, des familles qui n'avaient pas accès au numérique. Et c'est pour ces publics qu'ont été ouverts, comme vous l'évoquiez, l'intégralité des manuels numériques du CP à la terminale pendant toute cette période. Et on a pu constater une appétence, un accès très rapide à ces produits. Alors c'est vrai que j'ai apporté une petite courbe toute simple de trafic sur le portail de consultation, le portail d'accès aux manuels numériques donc du groupe Editis Éducation. Je pense que le comportement observé est probablement équivalent chez la plupart des éditeurs. Et en fait, à l'ouverture de ce portail qui a été mis en place donc le 11 mars, donc soit effectivement quelques jours avant le confinement, on a un pic très rapide de consultation et qui dure sur cette période mars-avril du confinement. Et là, on est vraiment dans des accès qui sont des accès de famille et des accès d'enseignants qui jusqu'à présent n'utilisaient pas le numérique. Et on a eu beaucoup de demandes, et comme vous l'évoquiez également, de demandes précises d'aller ajouter tel manuel, parce que peut-être que celui-là, on ne l'avait pas mis dans ce portail, d'enseignants du primaire, d'enseignants du secondaire, donc des demandes très fortes. D'accès donc à des savoirs en particulier. Quelle est votre plateforme en fait pour parler avec les utilisateurs? Comment ça s'est passé? On vous envoyait des messages. En fait, quelle est la relation d'une famille, d'un professeur, d'un établissement à Editis, par exemple? Alors, on a une relation client, donc un service de relation client. On a un service plus spécifiquement dédié à l'accompagnement numérique. Et ces services ont vu sur cette période les requêtes, les demandes croître très largement, puisqu'on parle d'une hausse de plus 60 et quelques % par rapport à l'année précédente, donc sur cette période de l'année. Et donc, ces gens, effectivement, nous contactent par mail, nous contactent par téléphone. On a des demandes de tout type. Alors, on va avoir des demandes d'établissements équipés du papier et qui veulent activer les licences numériques auxquelles ils ont droit, puisque ça fait partie de l'offre pour la plupart des produits. Et donc, ils sont un petit peu plus novices, donc il faut accompagner, à qui il faut expliquer la démarche pour activer et mettre à disposition de leurs enseignants et de leurs élèves ces produits. On a, alors, une petite anecdote d'un enseignant contactant, nous expliquant, je suis embêté, j'ai 7 élèves qui, alors équipés du manuel papier, mais ces 7 élèves ont oublié leur manuel à l'école. Est-ce que vous pourriez m'ouvrir des licences numériques pour qu'ils puissent quand même accéder et avoir l'accès au manuel de chez eux? Donc une grande diversité finalement de demandes. Et puis, je dirais que là, on est dans les demandes remontant du terrain, des utilisateurs. Et puis, en parallèle, on a mis en place une communication descendante au travers, de la même manière que Christine François évoquait les formations et l'accompagnement qui a été fait. On a également mis en place des webinaires d'accompagnement à l'usage de nos produits pendant cette période qui ont été suivis par les enseignants. Et webinaire étant le séminaire en ligne. Le séminaire en ligne, les gens pardon. qui ignoreraient encore. Oui, pour compléter, effectivement, je pense que c'est la même chose que pour la plateforme Editis, mais sur la plateforme Hachette Éducation, ce qu'on a vu à Thiers, c'est que c'est essentiellement les enseignants du primaire en majorité qui sont venus chercher des ressources, à 45% à peu près, enseignants et familles. Donc c'est vraiment un usage très tourné primaire, ce qui n'est pas étonnant puisque ça fait des années, nous, qu'on dit que ce niveau-là est sous-équipé.
Donc voilà, on l'a vu de manière très concrète, et puis après le collège. Et au sein du primaire, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont les disciplines fondamentales qui ont été les plus consultées, donc à savoir les manuels de lecture, les manuels de mathématiques, les ouvrages de petite lecture aussi pour accompagner les enfants dans leur apprentissage de la lecture. Donc on a quand même des informations assez intéressantes qui ressortent de ces plateformes. Puisque le primaire, dans sa grande majorité, ne bénéficie pas de ces plateformes d'échange numérique C'est surtout dans le secondaire. Oui, alors ils ne sont pas du tout, effectivement, on a eu moins de sollicitations de la part des lycées parce que on était en pleine réforme du lycée, donc il y avait eu un équipement assez important, que ce soit en manuel papier ou en manuel numérique, donc les élèves au lycée étaient suffisamment équipés. En revanche, au primaire, on ne parle même pas de numérique encore au primaire, hein, on en est très très loin, et puis après on discutera pour voir si c'est une bonne chose, mais c'est surtout déjà l'équipement en manuel papier qui est déficitaire au primaire, parce qu'en fait, depuis des années, on dit il y a un très faible équipement, on dépense à peu près en France autour de 10 € par an et par élève pour acheter des manuels papier. Inutile de vous dire que c'est largement insuffisant pour acheter de la lecture, des maths et de l'histoire géo. Donc on a un déficit chronique quand même d'équipement sur ce niveau-là. Et une certaine habitude de ce fait des enseignants à ne pas utiliser forcément de manuels. De pénurie, tout à fait. En primaire. Hein, et d'avoir recours à la photocopie. Et donc ça, c'est un phénomène assez inquiétant parce que la photocopie, en fait, tout ce que véhicule le manuel, c'est la progressivité, c'est la didactisation. La photocopie, c'est le zapping pédagogique. Et quand on rajoute à ça une couche numérique, on y viendra peut-être. Il n'y a pas d'enseignants pour nous répondre. Ça dépend évidemment du degré d'expérience. Ah non, mais bien sûr. La vision. Mais on voit qu'il y a des visions qui ont évolué pendant cette période et on va y revenir. Mais puisqu'on a évoqué l'équipement, moi je crois que c'est une question très importante. Quand le confinement a commencé, donc c'est ce besoin de continuité qui a nécessité de passer sur le numérique via des ordinateurs, des tablettes, des portables. Ça pose la grande question de l'équipement des familles, parce qu'il n'y a rien de plus différent. On parlait de familles dans lesquelles il y a peu de livres. Enfin, toutes les familles ne disposent pas d'un appareil performant pour chaque enfant quand il y en a plusieurs. Et des fois, vous avez vous n'avez pas assez de livres papier, vous n'avez pas non plus suffisamment d'équipement numérique pour avoir accès au savoir et reconnaissance sur support numérique. Pour autant, dans ces familles-là, dans ces territoires-là, voire dans ces quartiers-là, c'est essentiellement le papier qui a gagné la bataille culturelle, j'ai envie de dire. Parce que les enseignants, évidemment, ne donnent pas leur ordinateur. En revanche, notamment pour des raisons de confinement et de gestes barrières, ils ont photocopié les manuels en faisant attention à garder l'aspect pédagogique de l'évolutivité à laquelle vous faites référence, parce qu'encore une fois, enseigner, c'est un métier, ils ont été très précautionneux là-dessus, mais ils ont donné aux enfants, donc aux parents, des photocopies délivrées pour qu'ils puissent suivre les choses, et y compris, il y a des solidarités qui se sont mises en place entre parents, qui se sont faites non pas sur le numérique, mais sur le papier, y compris des cours, entre guillemets, particuliers, évidemment bénévoles, qui se sont mis en place, par exemple, dans un tour d'immeuble, entre des élèves qui étaient plus avancés sur des cours que les autres. Il y a des vraies coopérations qui se sont mises en place. Mais qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle que le système scolaire en lui-même, par rapport à sa façon de fonctionner, sa façon de se structurer, et la place de l'enseignant, de l'élève et des parents, s'est effondré pendant cette période-là. Ça ne veut pas dire que l'école a disparu. Ça veut dire que les solidarités et la façon dont se constituait l'école et de la façon dont on transmettait les savoirs et les connaissances, ils se sont basés essentiellement sur des initiatives personnelles, sur des engagements très volontaires, mais le système scolaire en lui-même n'a pas résisté au Covid. Et ça, ce n'est pas la faute d'un support éducatif, ce n'est pas la faute de l'éloignement des parents, ce n'est pas la question de la pauvreté, c'est la question que l'accès aux savoirs et connaissances a été profondément bouleversé et que la question d'un enseignant qui, dans un rôle d'érudition, a vécu. Il a vécu non pas parce que l'enseignant est has-been, c'est que les méthodes pédagogiques et les supports éducatifs qu'ils utilisent disent beaucoup de choses sur la façon dont ça s'est fait. Vous avez raison, madame, de dire que un support livre numérique n'est pas qu'un support pédagogique, c'est aussi un support éducatif. Et qu'on n'enseigne pas de la même façon avec un livre papier, on n'attend pas la même chose d'un élève avec un livre papier qu'avec un livre numérique. D'ailleurs, pour être très lapidaire, il y a plein de parents qui ont ressorti les vieux livres des placards pour faire la lecture avec les enfants, parce que le livre a aussi cette transmission générationnelle que n'a pas le livre numérique, parce qu'on n'a pas le recul générationnel et l'interdépendance sur une historicité suffisamment longue pour le faire rentrer dans les familles autrement que comme un outil de divertissement et un outil de consommation. C'est mon propos. Absolument. C'est-à-dire que quand madame, vous avez raison, et je suis complètement d'accord avec votre analyse, quand on dit que les parents ont été acheter des supports passeports, comme on l'achetait dans les supermarchés sur le numérique, c'est qu'on commercialise l'école. Parce que ce sont des devoirs de vacances. Et ça veut dire que ça devient des biens de consommation.
C'est-à-dire qu'on va dans une commercialisation de l'école, c'est qu'on demande aux parents d'acheter des supports pour faire des devoirs, alors que l'enseignement, l'éducation, notamment ça se fait dans l'enceinte de la classe, avec un enseignant, et c'est certainement pas aux parents de jouer au maître et à la maîtresse, même sur la plage. On leur a pas demandé, mais certains parents Absolument. le font et Ça a répondu à une angoisse. l'édition, y compris la presse, en profite puisqu'il y a des acheteurs pour ça et c'est un marché. Mais ce que je repère aussi, c'est que le livre finalement et les livres, parce que le livre aussi c'est du loisir, il y a beaucoup de ressources dans les livres. Mais le livre, en tant que manuel scolaire, par exemple, c'est un espace organisé dans lequel on se repère. Le numérique, dans sa globalité, semble un espace assez infini, mais relativement peu organisé, et dans lequel il n'est pas forcément aisé de se retrouver, pas si aisé que cela, mais je suppose que ça se travaille, on va sûrement y revenir. La question là que j'avais envie de poser à Christine François, c'est sur cette question du matériel, j'y reviens. Les élèves n'ont pas tous un ordinateur à portée de main tout le temps. Par exemple, si on a un parent qui télétravaille, si on n'a pas plusieurs ordinateurs à la maison, j'en parle d'autant plus tranquillement que c'est une question que je me suis moi-même posée. On est en difficulté pour trouver du matériel pour tout le monde. Travailler sur un téléphone en tant qu'adulte ou en tant qu'élève, c'est compliqué. Alors, passer au 100% numérique pour des lycéens qui vont devoir parfois consulter sur leur téléphone, en quoi pour vous c'est pertinent? Puisque vous l'avez fait, quelles questions vous vous êtes posées sur ces supports dans toute leur matérialité et leurs limites parfois? Je vais essayer de décentrer la réponse déjà en m'attachant à aller au cœur des apprentissages qui est l'école lui-même, le lieu de la classe avec l'enseignant. Il faut qu'on évoque ensemble la notion d'un socle numérique. On a eu la chance d'avoir les états généraux du numérique qui ont été engagés à cette rentrée, qui ont permis de faire des bilans partagés sur ce sujet. Il faut installer déjà un socle numérique. Madame évoquait le fait que dans le premier degré, il fallait qu'on ait une attention particulière sur le premier degré, que ce soit sur la mise à disposition de ressources numériques par le manuel, par exemple, et aussi par le fait qu'on ait un socle d'accès suffisant qui permette d'organiser l'accès au savoir. Aujourd'hui, on déploie des environnements numériques de travail qui est un portail en fait éducatif qui permet d'accéder à tout un ensemble de ressources et de fonctionnalités qui permettent à l'enseignant de mettre en activité l'enfant, de lui proposer des devoirs, des lectures et aussi de communiquer avec la famille. Quand on a mis en place cet écosystème-là, ça facilite l'organisation et la communication école-famille. Et ça, c'est déjà un vecteur important, central, avant de parler de déploiement de numérique. À cette rentrée, nous avons multiplié par 6 les UNT dans l'académie pour le premier degré, pour les écoles. On est monté à 1400. Pour le second degré, les collèges et les lycées, depuis pratiquement 15 ans, nous avons déjà déployé un ENT. Dans l'académie, on était les premiers à inventer ce qu'était un ENT. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne s'agit pas de perdre l'usager dans une navigation incontrôlée, mais plutôt de l'organiser et de faire un vrai portail éducatif de l'enfant. Les manuels numériques sont disponibles dans cet espace d'apprentissage, avec le fait que l'enseignant guide l'élève vers telle et telle consultation. Donc ça, c'est une première réponse à laquelle je tiens, c'est d'abord de s'assurer qu'il y ait un écosystème dans la classe suffisant pour aider l'enfant à maîtriser ces outils. Puisque vous évoquiez le manque de matériel, moi je vais déjà commencer par la maîtrise, les compétences pour pouvoir les utiliser à bon escient. Et ça, c'est un enjeu important sur les compétences du XXIe siècle, on pourra peut-être y revenir. L'autre sujet, c'est effectivement, ce qu'on a pu constater, on a appelé ça la concurrence intrafamiliale, le fait que les ordinateurs servaient à la fois pour les enfants à accéder aux devoirs scolaires et également servaient, bien entendu, à la famille et aux parents en télétravail. Ce qu'on a pu constater, c'est que nous ne sommes pas sur de la notion du tout écran dans nos déploiements. C'est-à-dire qu'il y a une forme de modalité de complémentarité entre le papier et l'ordinateur. Le temps d'écran n'est pas 8 heures dans la journée, hein. C'est vraiment ponctuellement, l'enfant vient consulter, comme il le consultait avant son manuel papier, un exercice, un texte, une activité, puis il les réalise sur papier. Aujourd'hui, nos lycéens dans l'académie, ils ont tous des cahiers, des trousses et un manuel numérique. Je veux dire, l'un se combine à l'autre. Par contre, la question que vous posez par rapport à l'équité
des familles et la nécessité d'avoir l'ordinateur ou d'avoir un équipement individuel quel qu'il soit pour accéder au manuel numérique, c'est une vérité. Ce sur quoi j'ai été interpellée sur la période de confinement, c'est, et monsieur l'évoquait, les familles les plus éloignées, les plus en fragilité. Et là, il y a un enjeu de société à pouvoir les accompagner. Vous savez, c'est pas les accompagner que sur la question de la scolarité et des apprentissages, c'est les accompagner plus largement sur la transformation de la société autour des services numériques que nous pouvons avoir aussi dans la vie courante. Et c'est vrai que former les enfants par ce biais et indirectement élargir les compétences sur cette question-là, avec l'esprit critique nécessaire, c'est un facteur, en tout cas un levier intéressant. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, en soulevant plein d'autres, en fait, ce qui est normal, hein, parce que si ce sont là les assises du livre numérique, qu'on parle d'éducation, il est normal et toujours intéressant que les questions viennent après les autres. Je retiens tout de même que la question très précise de l'équipement reste complètement posée et qu'elle n'est pas résolue, qu'équiper les familles, en plus on le sait, c'est parfois des projets qui sont menés au niveau local, ça reste compliqué. Et puis ce fameux temps d'écran, ça je suis sûre que Rodrigo Arenas voudra revenir sur la question du temps dévolu aux écrans dans la vie des enfants et des familles. Je crois qu'il y a un point qu'il faut quand même aborder si on parle du livre numérique, du manuel en particulier, c'est que ce manuel, il doit permettre de faire des choses différentes. On n'est pas dans l'espace du papier où on fait des exercices, certes, que le manuel propose, mais là, en version numérique, on va avoir des corrigés, par exemple, des retours. Est-ce que c'est un avantage du manuel numérique? Est-ce que c'est souvent évoqué? Est-ce que ce sont des développements? Et puis je pense que ça va peut-être un peu au-delà de la simple correction, d'ailleurs, des exercices. Alors, le livre numérique et le manuel numérique, c'est effectivement, il est différent du manuel papier. Vous avez tout à fait raison. Le manuel numérique, le livre numérique, il va d'une part être la transcription, en numérique sur support numérique du manuel papier, mais va contenir en plus des pages, des doubles pages, du feuilletage, d'une navigation en tant que livre qui va être d'une navigation finalement proche de celle du papier. On tourne des pages, on suit un sommaire, on va à une certaine leçon, mais il va effectivement contenir ce qu'on appelle des enrichissements, donc des enrichissements de différents types, médias, avec des vidéos, avec du son, avec des exercices interactifs et avec plein d'activités supplémentaires et plein de médias supplémentaires qui viennent illustrer les leçons qui sont abordées dans le manuel. Donc en cela, il apporte effectivement un usage et des ressources supplémentaires. Est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, par exemple, des choses qu'on ne pouvait pas du tout faire il y a 3-4 ans? Est-ce que ça se développe rapidement et je vous parle vraiment d'un sujet que je connais mal, donc vous pouvez m'expliquer, parce que je ne suis pas très familière en fait des exercices pratiqués sur le manuel numérique. Le manuel numérique est un produit effectivement éducatif, un produit scolaire qui existe. Et puis, il existe aussi d'autres types de produits qui vont être des plateformes pour la classe interactive, des plateformes d'exercices interactifs, qui, alors selon les offres, vont se trouver être proposées ou commercialisées je dirais en tant que produit autonome, ou bien vont venir en complément du manuel numérique. Et à ce moment-là, effectivement, vous avez votre manuel, et le manuel est une porte d'entrée vers cette plateforme sur lesquelles vous allez retrouver des banques d'exercices, vous allez avoir la possibilité pour l'enseignant de suivre ce que fait l'élève, de suivre ce que fait sa classe, donc d'avoir des tableaux de bord, et donc d'aller vers d'autres types d'usages rendus possibles par le numérique. Ce type de plateforme, c'est ce qui va aussi permettre à un moment donné de pratiquer un petit peu plus de différenciation en fonction du niveau des élèves, en fonction de leur manière d'apprendre. Donc effectivement, le monde de l'éducatif numérique
mais qui ne doit pas pour autant remplacer complètement et faire disparaître l'usage du On ne vous papier fera et des pas dire ce que documents, vous ne dites pas. permet d'aller vers des usages nouveaux, et le manuel numérique finalement est une porte d'ouverture vers ce type d'usage. Encore Et une un petite point question. Alors qui allez-y est sur votre peut-être point et après ma petite question. amusant aussi, intéressant de constater, c'est que finalement nous avons tous dans nos produits numériques, dans nos banques de ressources, dans nos manuels, des quantités de fiches papier à télécharger, à imprimer, et qui sont des supports d'activité. Et c'est le moment où le numérique revient vers le papier. Et ce discours entre le papier et le numérique, il se fait dans les deux sens à tout moment. Et là, on retrouve complètement cette complémentarité qui est indispensable. Surtout quand on a la chance d'avoir une imprimante qui marche. C'est une autre question. Enfin, les magasins d'impression sont restés ouverts pendant le confinement, donc on pouvait toujours payer pour imprimer si on avait besoin vraiment de le faire. Est-ce que vous guidez les enseignants? C'était ça ma petite question. Est-ce qu'il y a des petits vadémécums sur la manière de se servir des exercices, de s'emparer d'une progression qui a été pensée par d'autres enseignants, par exemple, qui ont conçu les manuels? Alors oui, je l'évoquais au travers principalement de supports bien sûr d'accompagnement, et puis de webinaires à la fois sur des aspects peut-être un petit peu plus techniques d'aide au déploiement, la prise en main des produits, mais aussi de webinaires avec une orientation disciplinaire pour accompagner les enseignants sur leur usage, spécifiquement sur leur discipline. Mais c'est vrai que ce qui a changé depuis quelques années, c'est on fait cet accompagnement pédagogique qu'on a toujours fait, c'est-à-dire qu'une méthode, elle sort toujours avec un guide pédagogique qui aujourd'hui est en numérique, mais on a doublé ça aujourd'hui, effectivement, d'une formation plus technique et plus aux usages et aux pratiques du numérique en tant que tel, et d'acculturation à nos plateformes, de savoir utiliser les classes virtuelles, comment assigner des devoirs aux élèves, comment se retrouver dans la navigation du manuel, et puis si on revient aussi sur ce qui a changé peut-être depuis 3-4 ans, c'est effectivement plus d'individualisation. Ces outils-là, aujourd'hui, permettent aux enseignants d'assigner des devoirs, donc de pratiquer effectivement plus de différenciation. Et puis, on est allé aussi vers des manuels un peu plus... On a gardé la forme traditionnelle du manuel structuré tel qu'on la connaît, et on est allé aussi vers des manuels un peu plus granulaires. Et ça, c'est quelque chose... Granulaire, oui. C'est-à-dire que l'enseignant est très friand d'aller piocher dans nos ressources pour faire sa propre séquence pédagogique, bien sûr, et bien sûr. Et donc, effectivement, on lui a offert encore, avec le numérique, lui a permis d'agrandir un peu l'espace de liberté dont il disposait, puisque finalement, il peut aller chercher des ressources et faire sa propre agrégation pour faire sa séquence de cours. Mais du coup, est-ce qu'on a des remontées de ce qui a été effectivement fait, pratiqué à la fois par les élèves et les enseignants pendant cette période? Normalement, c'est ce que promet le numérique, avec évidemment, on l'espère, une sécurisation des données, mais est-ce que vous avez un retour assez précis pour peut-être même influencer l'évolution des manuels? Est-ce que vous voulez répondre d'abord Alors, on a des retours alors, au travers de notre présence sur le terrain, et bien sûr, c'est des choses qui sont prises en compte dans l'évolution des produits. Je dirais que c'est... Alors, sur ce type de retour, je ne les positionnerai pas forcément uniquement sur cette période du confinement, puisqu'on est sur un usage qui a lieu toute l'année, et nos produits, c'est vrai qu'on a un focus particulier de ce qui a été ouvert pendant le confinement. On parlait des retours depuis la rentrée. Mais effectivement, cet accès-là pendant la période du confinement a peut-être été un accès, ce qu'on a vu, plus directement aux ressources, aux manuels, et pour avoir vraiment la base de la matière qui était nécessaire. Les usages plus avancés, finalement, sont plus ceux en place chez les enseignants et les régions qui utilisent largement le numérique. Et donc, on voit que la personnalisation, la possibilité d'aller construire leur propre parcours, leur propre enseignement à partir de nos produits, est quelque chose qui que vont utiliser, je dirais, une petite proportion d'enseignants très experts et très aguerris du numérique pour les fonctionnalités très, très avancées, très poussées. Pour ce qui va être vraiment l'usage et la constitution de leur propre cours, là on se rapproche finalement de ce qu'ils font déjà
au quotidien et le support numérique n'est qu'un outil supplémentaire. Et là, on a peut-être de l'ordre de près de la moitié, un petit peu moins des enseignants qui vont utiliser ces outils de personnalisation. Le reste va rester sur effectivement l'accès à la ressource et l'accès accéléré à la ressource qui peut permettre d'identifier très vite la vidéo, le document qui est adapté pour la leçon du jour. Voilà, des questions très pédagogiques, mais sans me lancer complètement dans la science-fiction éducative, je ne sais pas si c'est un segment qui existe dans la science-fiction, Christine François, sur le retour d'expérience, les données qu'on peut recueillir des élèves, de ce qu'ils font, parce que finalement, si on va jusqu'au bout de la logique du numérique, et je ne dis pas que c'est la vôtre, hein, mais si on va jusqu'au bout de cette logique, on peut savoir si les élèves ont travaillé, combien de temps, quels exercices ils ont fait, s'ils ont réussi, recommencé, s'ils n'ont pas ouvert leur manuel numérique. Quelles infos vous recueillez dans votre académie, dont je rappelle qu'elle est passée au 100% numérique pour les manuels des lycées? Alors, il y a 2 questions. La première, elle est liée aux activités des élèves. Aujourd'hui, on a, des indicateurs sur les outils, que les élèves utilisent et ça a été évoqué, heu et les enseignants, puisque c'est les enseignants qui donnent les activités aux élèves, hein. Aujourd'hui, on a vraiment une augmentation très significative de tout ce qui est activités collaboratives entre élèves, dans le cadre de coproduction de documents, d'élaboration de documents de synthèse. On a vraiment une partie, de production collaborative qui s'est énormément enrichie, à cette rentrée, on a plus 30 de toutes ces fonctionnalités et activités qui sont en augmentation. Le deuxième levier qu'on a identifié en développement, c'est tout ce qui est lié au parcours, pédagogique individuel. Ça a été évoqué. On a, vraiment, une prise en main par les enseignants de parcours, individualisés selon les besoins des élèves, qu'ils poussent, c'est vraiment quelque chose d'important parce que, comme cela a été évoqué, le numérique doit apporter une plus-value et la plus-value, c'est l'enseignant qui, se la construit en termes d'esprit, critique, c'est-à-dire d'analyse de pratique et il voit à quel moment il y a des effets ou non, dans la réussite ou une meilleure réussite des enfants. Donc ça, c'est les 2 fonctionnalités. Par rapport aux accessibilités, type manuel et cetera, pour le moment, on n'a pas de tableau de bord puisque, les manuels sont développés, par, les éditeurs. On n'a pas de tableau de bord de ce qui est utilisé dans chacun des manuels. Ce que je peux vous témoigner, c'est qu'on a une augmentation à cette rentrée de 25 des connexions aux manuels numériques, donc ce qui est quand même déjà significatif par rapport à la période que nous avons connue et qu'aujourd'hui, en termes d'usage de l'environnement numérique de travail que je vous évoquais, on est dans les mêmes taux d'usage que lorsqu'il y avait un confinement total, c'est-à-dire lorsqu'il y avait enseignement à distance. Ça veut dire, et là je le partage avec les éditeurs privés, c'est qu'on a capitalisé sur cette période si difficile où les enseignants ont dû quand même mobiliser beaucoup de compétences nouvelles. Ils ont capitalisé, ces nouveaux gestes métiers, et ils ont pu, le mettre au service des élèves, là, à cette rentrée, autour du cœur de leur travail qui est la collaboration entre élèves et les parcours individualisés. Donc, les élèves travaillent, mais vous ne répondez pas complètement à ma question. Ma question, c'était est-ce qu'on a des retours de données individuelles et est-ce qu'on peut savoir, parce que au global, et donc on se dit c'est très positif si déjà les élèves travaillent au global, et puis si ils collaborent entre eux, mais est-ce qu'on pourrait savoir, et est-ce que c'est un outil qui serait développable, savoir ce que chacun fait et s'il travaille effectivement au niveau individuel? Il y a le rôle de en fait, c'est de savoir qui a intérêt de le savoir. L'enseignant a intérêt d'accompagner, les élèves dans les tâches qu'il fait. Aujourd'hui, il a déjà la possibilité de savoir si, il a consulté son document, s'il a rendu le document parce que quand l'élève rend son travail à l'enseignant, on a des sortes de casiers numériques où on voit même à quelle heure, l'enfant a rendu son travail. Donc ça, c'est des choses qu'on arrive déjà à identifier pour l'enseignant. Au niveau des tableaux de bord qu'on peut avoir nous en pilotage, de l'académie, on ne descend pas aussi bas dans le grain, tout simplement parce que toutes les données sont complètement anonymisées des élèves, hein. C'est très important, on a déployé un gestionnaire d'accès aux ressources numériques, par le ministère. C'est très important qu'on n'ait pas une trace ou une exploitation des données élèves possible. Donc tout est véritablement mis à la disposition
des enseignants avec les élèves, mais nous n'avons pas la possibilité de tracer la production de l'élève. Par contre, ce qui va être intéressant en perspective des manuels numériques, c'est ce qui est en train de se développer avec la recherche sur des tableaux de bord qui permettraient d'aider les enseignants à identifier des activités à pousser vers l'élève lorsqu'on identifie qu'il y a une difficulté cognitive qu'il n'arrive pas à surmonter, et avec tel et tel type d'activité, il arriverait à les surmonter plus facilement. Donc, un usage des données qui paraît intéressant, mais tout de même, je voyais Rodrigo Arenas réagir en vous écoutant sur cette question, et peut-être pas seulement sur cette question, mais sur les données, la manière dont on trace le travail, même si on voit il y a au-delà d'un certain seuil une anonymisation, mais même que les enseignants puissent savoir très finement, par exemple, à quelle heure on termine un devoir, c'est un changement et ça prive les élèves peut-être d'une certaine intimité dans leur travail scolaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, à la fois sur ce petit détail, mais au global? Déjà, ça indique que ce n'est pas la technologie qui implique le changement pédagogique et éducatif, c'est-à-dire ce qu'on attend d'un enfant, pourquoi il va à l'école et pourquoi en un seul mot il va à l'école. Si l'idée c'est d'utiliser les outils numériques pour contrôler l'enfant, alors on n'a rien appris. Si l'idée c'est de dire que c'est les outils numériques qui ont permis la coopération, alors on ne savait rien. Parce que les pratiques pédagogiques coopératives et associatives entre les élèves existaient déjà avant le confinement. Donc ce n'est pas la technologie qui remplace un comportement. Maintenant, je pense qu'il faut rendre grâce aux éditeurs français. Pour une raison simple, c'est que le modèle de production de connaissances et de savoir sur support numérique en France a résisté à ce qu'on appelle l'économie de surveillance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui, chez les éditeurs français, des intelligences artificielles qui pistent des élèves et des enseignants pour leur donner des conseils personnalisés qui reposent sur les concepts de l'intelligence artificielle, c'est que le modèle sur lequel repose notamment tout le système des GAFA et des réseaux sociaux. Nous avons encore la capacité de résister à ça. Combien de temps? Je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que si l'État français ne s'empare pas de cette question sérieusement en appuyant et en soutenant le modèle économique français de production de contenu et de savoir, comme il soutient aussi le livre, et y compris par exemple la presse papier, alors nous serons soumis à une tension qui repose plutôt sur une question d'optimisation économique plutôt que de développer des supports qui ont un intérêt éducatif et pédagogique pour les enfants. Et on est en plein dedans. Parce que vous avez l'impression que cette confusion, elle existe nous aujourd'hui avons dans le cette monde de confusion l'éducation ? pour une raison assez simple. C'est que les parents, les élèves, certainement nous-mêmes, sommes sur des réseaux sociaux qui nous donnent des prescriptions de coaching éducatif qui n'est pas basé sur les besoins de l'enfant, mais sur l'inquiétude que nous avons parce qu'elles sont déterminées par les sites que nous consultons ou les amis que nous côtoyons sur nos réseaux sociaux et sur nos fils d'actualité. Donc, inévitablement, quand vous avez des parents qui, en période de confinement, sont inquiets de leur enfant, ils vont aller consulter des pages web qui sont plus liées par rapport à leurs angoisses plutôt que par rapport au contenu et aux problèmes pédagogiques ou les retards éducatifs qu'ont leurs enfants par rapport à leur scolarité. Il faut résister à ça. Il faut résister à ça parce que pendant le confinement, les enseignants ont utilisé de bonne foi des outils numériques qui ne leur permettaient pas de préserver ni leurs données personnelles à eux, ni celles des parents avec qui ils étaient en lien, ni celles des élèves qu'ils étaient utilisés, tout simplement parce que les outils qu'ils ont utilisés étaient soumis au Patriot Act et que le Patriot Act est au-delà de la législation française. Quand on échange sur Gmail, par exemple. Par exemple, ou sur Facebook, ou sur Instagram, c'est-à-dire toutes les entreprises qui sont installées dans la Silicon Valley. Et l'économie française, l'économie digitale française est profondément soumise, d'un point de vue juridique, mais aussi économique, aux investissements de ces entreprises-là. La France n'est pas rentrée dans une ère industrialisée de la production numérique, et d'ailleurs, ce n'est pas forcément une bonne chose de le faire, car si le numérique et le digital a permis une accélération de la transmission des connaissances et des savoirs et un raccourcissement de la distanciation par rapport aux autres acteurs du monde numérique, comme l'imprimerie en son temps l'a permis en remplaçant les moines copistes, nous ne savons peu ou pas grand-chose sur les impacts éducatifs et pédagogiques qu'a la transformation de tableaux noirs qui fait mal aux oreilles
avec la craie au tableau numérique qui fait mal aux yeux. C'est-à-dire que ce n'est pas ça la révolution numérique. Et ce n'est pas ça que nous devons attendre. Et je pense que ce n'est pas de cette façon-là que nous devons soutenir les éditeurs qui sont des acteurs privés, certes, mais qui ont un impact évident sur nos enfants. Parce que de la même façon que le livre papier est un lien intergénérationnel, aujourd'hui, quel est le lien et quelle est la place que va occuper les outils numériques et digitaux dans la famille? Nous n'en savons peu ou pas grand-chose car nous n'avons pas le recul. Et pour finir, comme le disait Bernard Stiegler, qui est quand même une entité dans notre pays, paix à son âme, qui travaille sur ces questions-là, il peut ou pas assez suffisamment de thèses, c'est-à-dire de production de connaissances universitaires, pour avoir ce recul sur l'impact des outils pédagogiques et éducatifs que nous attendons. Et d'ailleurs, Madame, sans vous, je ne veux pas être polémique parce que je ne suis pas polémique dans mon propos, mais les parents, les élèves, les enseignants ne sont pas des usagers du numérique. Les enseignants et les parents sont des acteurs du numérique et les élèves, c'est un élève. Et quand on dit usager, les mots ont du sens. Et ce n'est pas pour être polémique dans mon sens, c'est que, y compris quand des parents d'élèves, comme ceux de la FCPE, qui siègent dans des institutions, on leur met sur le petit chevalet usagers du service public. Non, nous ne sommes pas des usagers, nous sommes des acteurs, car si on ne considère pas que les parents sont des acteurs, alors nous ne sommes pas dans la coéducation, nous sommes toujours dans une relation de récepteur, et dans le numérique, dans le digital, être récepteur, c'est aussi se mettre dans une sorte de servitude par rapport à une technologie qui nous échappe et que nous ne contrôlons pas. Et aujourd'hui, il faut se le dire tranquillement, nous ne contrôlons pas cette technologie car nous ne la connaissons pas. Voilà. L'important, c'est l'économie du savoir, économie, écologie peut-être, du savoir avec des études critiques menées sur la question. C'est vrai qu'elles existent et peut-être de manière trop timide. En France, ça dépend aussi d'un financement qui est public et ça soulève encore beaucoup de questions. On va quand même vous répondre, Christine François, sur ce point précis, ce terme. Est-ce qu'on est des usagers finalement? Comment est-ce qu'on appelle des parents et des élèves qui sont des acteurs de l'école, qui sont dans un service public aussi? Quels sont vos termes? Est-ce que ça a évolué pour vous? Comment vous voyez ça? La notion d'usager, elle est partagée sur la notion d'usage du numérique et non pas de la technique du numérique. On est vraiment au cœur de l'accompagnement des transformations qui s'opèrent et c'est dans ce sens-là que c'est pris. Par contre, ce sur quoi je voulais réagir, c'est la nécessité d'avoir une littérature de la recherche autour de la question des modifications des apprentissages, par exemple, ou d'autres choses. Sur Nancy Metz, on a la chance de porter 21 projets recherche en e-éducation, avec notamment des laboratoires de psychologie cognitive. Et par exemple, sur ce projet du lycée 4.0 que vous évoquiez, on a 4 projets de recherche qui nous permettent, je dirais, 2 aspects. Le premier, nous accompagner dans l'évaluation des dispositifs et des modifications qui sont en train de s'opérer, pouvoir l'écrire, avoir une littérature partagée qui ne soit pas anglo-saxonne, mais qui soit bien francophone par rapport à la culture particulière que nous avons de l'éducation et du service public. Et puis, nous avons de la recherche aussi en prospective et en co-construction. Donc, par exemple, sur le dispositif 4.0, la recherche a été interrogée les parents et les ont questionnés sur leur appropriation de cet écosystème, leur perception et aussi quels étaient les usages de leur point de vue des enfants à la maison par rapport à ce dispositif. Donc, je pense que c'est important, ce qui est évoqué, c'est de dire que les transformations doivent s'accompagner, surtout quand nous sommes dans l'éducation, de beaucoup de pragmatisme et surtout être étayées par la recherche avec des protocoles qui nous permettent après des publications extrêmement sérieuses et de confronter aussi des dispositifs qui seraient sur d'autres territoires. Voilà, donc ça, c'est une chance, c'est quelque chose qui est très important. Oui, à la fois sur des points très précis, en même temps, ce que disait Rodrigo Arenas, c'est qu'il en appelle des recherches aussi au niveau très global. On parlait de Bernard Stiegler, c'est aussi une philosophie du savoir. C'est une philosophie de la vie, parce qu'aujourd'hui, ces recherches sur le numérique, elles sont menées sur les applis de rencontres, l'amour, sur la consommation, l'économie en général. Je voulais quand même faire intervenir Célia Rosenthrope sur un point précis, mais ça va vous intéresser, Rodrigo Arenas, puisque c'est ce que vous disiez, il y a une tension, en fait, entre des approches qui sont des approches à la fois
du savoir, mais aussi des approches économiques, des approches relationnelles. Et on dit, voilà, il y a une civilisation qui se présente, c'est celle du numérique à l'américaine, avec les données et ce qu'on en fait, avec une relation à la personne qui se transforme en produit. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit, selon un dicton qui commence à être très connu. Et puis cette civilisation du livre, alors le livre, oui, et puis l'édition scolaire à la française, qui est diverse, qui est plurielle, mais c'est aussi tout un système, évidemment, économique qu'on connaît, avec un partenariat de très longue date avec l'éducation nationale. Vous l'analysez comme ça? Est-ce que c'est une tension entre deux mondes aujourd'hui qui se joue dans l'univers du numérique? Oui, je voulais réagir effectivement à ce que disait Rodrigo Arenas sur la place des GAFA, mais on l'a vu au moment du confinement, c'est 50% des enseignants qui ont fait appel à ces solutions-là parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Hein. Ils se sont mobilisés de façon très rapide pour trouver une solution et ils ont trouvé celle-là. Et c'est vrai que nous, en face, on alerte parce que s'il n'y a pas un investissement assez massif mis sur l'édition et puis plus largement des solutions aussi peut-être de start-up, hein, on n'est pas là que pour défendre l'édition scolaire, mais il y a des startups formidables aujourd'hui qui proposent des outils voilà, en numérique. Si on n'investit pas de manière massive pour cette industrie franco-française, voire européenne, effectivement, on va laisser la place aux GAFAM. Et donc ça, je pense que personne n'y a intérêt et personne n'a envie de ça. Et on est inquiet aujourd'hui parce qu'on a toute cette mousse autour du confinement, excusez-moi d'en parler comme ça, mais tout d'un coup, la question du numérique éducatif devient centrale. Et en face, il faut des moyens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend parler de certains budgets, mais qui sont ridicules à l'aune de ce qu'il faudrait faire vraiment pour passer dans une nouvelle étape sur le numérique. On considère aujourd'hui que le confinement, ça nous a fait gagner 5 à 10 ans sur l'adoption du numérique dans les classes. 5 à 10 ans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, madame, les enseignants, quand ils ont travaillé d'une certaine façon pendant le confinement, ils vont garder des pratiques parce qu'ils ont vu qu'il y avait des choses positives qui pouvaient sortir de ces nouvelles pratiques pédagogiques. On l'a dit, la coopération avec les familles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on va faire maintenant? Ils se sont bien rendus compte que c'était très important. Donc, ils vont continuer. C'est des pratiques qu'ils nous disent quand on les interroge. On va continuer. Il faut qu'on trouve un moyen de faire ça. L'individualisation des apprentissages, ça, c'est quelque chose qu'ils ont pratiqué pendant le confinement et qu'ils veulent continuer. Mettre les élèves en autonomie, puisqu'ils se sont rendus compte que finalement, ils pouvaient arriver à faire travailler les élèves de manière plus autonome. Et c'est très important de construire cette autonomie. Ça, ils ne veulent pas lâcher là-dessus. Et puis, ils se sont rendus compte aussi que finalement, ils pouvaient avoir des moments en collectif, en individuel, des temps synchrones, des temps asynchrones, travailler sur du papier, travailler sur du numérique. Toutes ces pratiques-là nouvelles, elles vont perdurer. Et on a intérêt à les accompagner, les encadrer et à les accompagner financièrement. Aujourd'hui, on ne peut plus laisser les enseignants pour faire leur choix de ressources. Je ne parle même pas, donc ils sont allés sur les GAFAM pour faire leur plateforme, mais pour les ressources, leur critère de choix, c'est il faut que ça soit gratuit et il faut que ça soit conforme à la RGPD, enfin à la question des données personnelles. Gratuit, je vous l'avais dit, gratuit et conforme à la RGPD, ça ne marche pas ensemble en fait. Donc, alors après, il y a des offres publiques. Canopé commence à développer des choses. Oui, mais Canopé, enfin là on parle de effectivement 12 millions d'élèves à qui il faut enseigner les maths, le français, etc. de façon très industrielle. Donc Canopé répond à une partie plutôt sur la formation des enseignants. Voilà, sur les outils, sur la formation des enseignants. C'est pas du tout la production de contenu telle que l'ensemble des éditeurs scolaires peuvent réaliser. Donc nous on croit très fort. Il faut plus le numérique va être un outil parmi d'autres, mais il ne faut plus penser le numérique qu'avec les équipements. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on met un équipement, on met 1 euro en équipement, on met 1 euro en formation des enseignants et on met 1 euro en ressources. Sinon, on va louper le virage. Vous dites le numérique et pas que le numérique. Donc, la place du livre, du manuel papier, par exemple, est-ce qu'il faut la défendre? Est-ce qu'il faudrait la maintenir, même si des académies passent en 100% numérique, mais c'est juste au niveau du lycée. Oui. Qu'est-ce qu'on fait du papier, de ces fameux manuels qu'on feuillette? Enfin voilà, c'est notre culture d'anciens élèves. Alors, on parle de recherche ou d'études. En fait, il y en a beaucoup maintenant quand même des études sur le numérique et qui ont montré ce qu'on pouvait faire en numérique, les bénéfices du numérique, mais aussi ce qu'on ne faisait pas en numérique. Et clairement, ce qui ressort, c'est que déjà, les bénéfices du numérique, il y en a certains qui sont positifs, mais c'est souvent assez modeste. En fait, là où le numérique est très utile, c'est quand on cherche de l'information, apprendre à chercher de l'information, apprendre des gestes professionnels, évidemment, avec des simulateurs, ça c'est super utile. En revanche, dès que vous devez mémoriser un texte, vous concentrer, il faut être sur du papier. Et puis, il y a des effets délétères aussi du numérique. Bon. Donc,
Évidemment que ce qu'on imagine, c'est plutôt une hybridation des supports, et c'est un peu comme ça que sont construits nos manuels papier aujourd'hui. Nos manuels papier, c'est pas que du papier aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous avez un manuel papier, vous allez avoir des flashcodes dans lesquels vous allez retrouver des activités, des vidéos, du son. Donc on est plus sur cet environnement-là, et à côté, ou avec, ça dépend, il faut des plateformes d'exercice, d'entraînement sur lesquelles on puisse avoir cette individualisation que tout le monde attend. On sait qu'en termes de concentration, avoir un crayon dans la main, prendre des notes, écrire, c'est quelque chose qui fonctionne bien en matière de mémorisation également. Il y a des études disponibles sur le sujet. Je voudrais terminer sur le droit à la déconnexion. Parce que ce qu'on voit avec les plateformes, c'est que les enseignants, les ENT, les enseignants donnent du travail à des moments différents, parfois même pendant le week-end, et que les élèves, et ça se passe aussi avec Parcoursup, ont besoin de vérifier très souvent ce qu'il en est, les informations, cela avec le reste de leur vie qui se déroule aussi en numérique. Est-ce que ça fait partie des responsabilités de l'Éducation nationale, par exemple, de préserver ce droit à la déconnexion qui n'est pas forcément revendiqué par les élèves eux-mêmes, mais qui peut être mis en avant, par exemple, par les parents, Rodrigo Arenas? Écoutez, nous, ça fait... on n'a pas attendu le numérique pour expliquer que le rythme de scolaire des enfants n'était pas adapté à leur rythme de développement. C'est pas nouveau. Il y a eu l'histoire des rythmes scolaires 4 jours et demi. On sait maintenant, et on le savait de toute façon, que 4 jours, quand c'était décidé, c'était pas dans l'intérêt des enfants, mais dans l'intérêt des adultes. Donc, ne faisons pas cette même erreur avec l'introduction du numérique. Est-ce que les enfants sont amenés à être 7 jours sur 7 devant leur cahier, devant leurs devoirs, ou 24 heures sur 24 si on est en retard, etc. La réponse est oui. C'est-à-dire que les parents, dans la mesure où ils ne maîtrisent pas cette technologie et qu'eux-mêmes, ils sont confrontés et ils sont soumis, ils ne peuvent pas demander à leurs enfants d'avoir des comportements différents que ceux qui s'appliquent à eux-mêmes. Et donc, l'école a un rôle central. C'est-à-dire qu'il va falloir, une bonne fois pour toutes, légiférer dans ce pays pour que les enfants, comme vous, comme moi, on commence à telle heure et on finit à telle heure, et que quand l'école est finie, on passe à autre chose. Et le problème qu'on a, c'est qu'on réfléchit le numérique et le digital, parce que le digital fait appel au travail, le numérique fait appel à un système plutôt de consommation par rapport à un système technologique nouveau. Ça, c'est une subtilité qu'on va peut-être pas développer là, mais fait appel à d'autres formes d'organisation qui ne protègent pas les enfants. Et aujourd'hui, nos enfants passent du 100% numérique avec les livres qui sont uniquement sur des supports lumineux, avec une luminescence qui a un impact en termes de santé publique. Et là aussi, il va falloir légiférer, parce qu'on ne peut pas permettre et autoriser que nos enfants soient H24 sur des écrans, parce que ça a des impacts en termes de santé publique, et que les études universitaires qui existent ont essentiellement tourné sur des questions d'usage et non pas en termes d'impact. Et d'ailleurs, il y a des pays, je vais vous mettre à l'aise, où des parents peuvent être condamnés, peuvent être poursuivis par leurs enfants, parce qu'ils les ont laissés trop longtemps et ils ne les ont pas suffisamment protégés par rapport aux humains, parce que oui, ça a un impact. Donc je pense qu'il faut ouvrir nos chakras, comme dirait l'autre, c'est-à-dire qu'il faut regarder ce qui se passe à l'autre bout de la planète, et notamment sur ceux qui sont énormément en avance sur la France, car nous sommes en retard sur ce sujet-là, sur les impacts que ça a. Et il me semble qu'en termes de droit à la déconnexion, pour conclure, et aussi en termes d'équipement, il faut faire prévaloir le principe de précaution. Je vais vous donner un exemple tout con, parce que c'est une réalité, et c'est un exemple qui est très emblématique. Dans la ville de Saint-Denis, il y a des mamans qui n'arrivaient pas à faire allaiter leur enfant. Et donc, parce que l'enfant était inquiet et qu'elle ne savait pas, elle n'avait pas le geste maternel pour le faire, ça arrive. C'est une éducation d'être mère aussi, surtout quand ce n'est pas transmis de façon traditionnelle par la famille. Sans vouloir digresser, ces mamans-là qui n'arrivaient pas à faire allaiter leurs enfants, à allaiter leurs propres enfants, elles se sont rendues compte qu'en plaçant le téléphone portable devant le visage du bébé, la luminescence apaisait l'enfant. Ça a rassuré tout le monde parce que l'enfant qui était apaisé, le nouveau-né qui était apaisé, tétait, la mère était rassurée et l'enfant mangeait. Sauf que cette pratique, ce fameux bon sens, on fait apparaître le bon sens, peut être aussi très stupide, surtout quand il est préconisé au plus haut sommet de l'État. Et ben, ce bon sens a fait que tout le quartier a fait allaiter les enfants avec le téléphone portable. La difficulté qu'on a, c'est qu'au bout de 2 ans, ces enfants ont développé le syndrome de l'autisme. C'est qu'on sait que allaitement plus téléphone portable... Parce que c'est une question très disputée, donc c'est-à-dire des manifestations autistiques... Les symptômes. On ne peut pas vraiment naître... les enfants ne sont pas autistes, je vous mets à l'aise, absolument. Les enfants ne sont pas autistes, mais ils ont développé le syndrome de l'autisme. C'est une pédopsychiatre qui s'appelle Marie-Claude Bossière qui a mis en avant cette situation. Et
Simplement, on sait que téléphone portable, plus en termes d'usage, on parle des usagers, plus allaitement égale développement du syndrome de l'autisme, mais on ne sait pas ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant. Parce qu'on ne finance pas ces études-là. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les études d'impact sur ce qui se passe au niveau neuronal des enfants par rapport à ça de façon massive, de la même façon qu'on sait que quand vous utilisez un stylo, Louis Touré, et que vous utilisez l'alphabet, vous utilisez certaines zones de votre cerveau, mais que votre interlocutrice, journaliste à l'autre bout de la planète en Chine, qui utilise des idéogrammes, utilise d'autres parties du cerveau. C'est-à-dire que le numérique n'est pas quelque chose de neutre. Ce n'est pas qu'une question éducative et pédagogique, c'est aussi une question de santé publique. Et par rapport à ça, il faut se le dire, on sait peu ou pas grand-chose. Donc c'est pas qu'une étude d'usage, c'est une étude d'impact. Jusqu'à l'autisme. Et le droit doit protéger. Voilà. Et aujourd'hui, il ne protège pas nos enfants. La question de l'autisme et des troubles développés par les enfants, elle est discutée, il y a eu des débats. On pourrait tout simplement se référer aux besoins de sommeil et au manque de sommeil, aux pertes de temps de sommeil qu'on constate aujourd'hui chez les adultes, chez les adolescents et aussi chez les enfants. C'est la question des écrans, déjà posée il y a longtemps par la télévision. Pour conclure avec vous, Célia Rosentraub, est-ce que vous sentez une responsabilité? C'est-à-dire qu'en même temps, vous avancez sur un sujet et en même temps, vous avancez avec beaucoup de contraintes et de responsabilités. Autrement dit, est-ce que vous avez ouvert vos chakras? Oui, on a ouvert nos chakras et on essaye de les ouvrir à tout le monde. Enfin, dans notre discours, il est assis sur toutes les pratiques pédagogiques qu'on constate et ce qui est le mieux pour les élèves. Parce que nous, ce qui nous anime dans notre métier, on est certes des éditeurs privés, mais ce qui nous anime, c'est quand même qu'à la fin, on fasse bien notre métier et qu'on fasse des beaux produits et des belles ressources qui font progresser les élèves. Et donc ça, on a une conviction quand même assez certaine, c'est que il faut pas être binaire. Donc il n'y aura pas du 100% numérique ou du 100% papier. Donc on va se situer à l'intervalle des deux. Il y a une formule de Michel Desmurger, mais qui n'est pas très pro-écran, mais qui dit... il pense que la télévision a un crétin, par exemple. Oui, mais non. Et sur le propos du numérique éducatif, il est beaucoup plus mesuré. Il dit, finalement, ne mélangeons pas tout. Le numérique éducatif, c'est pas le numérique récréatif. Donc il est très... il dit bien sûr qu'il faut une dose de numérique à l'école. On va jamais empêcher l'école d'avoir du numérique. Et ce qu'il dit, et je vais reprendre sa phrase parce qu'elle m'a semblé juste, c'est qu'on part du postulat qu'il faut une école numérique. Il faut juste une école, en fait. Juste une école dans laquelle on veuille investir pour que les enseignants aient la capacité d'avoir le meilleur choix possible de ressources, d'équipements, de formation, pour qu'ils puissent faire du mieux possible leur métier. Et vraiment, ça, c'est une question. Là, on est vraiment à la bascule. On est vraiment... il faut se saisir de ce sujet là, maintenant, tout de suite. Donc c'est très bien, il y a les états généraux, il y a le Grenelle de l'éducation, mais... J'espère que cette dimension-là qu'on a vue, qui nous a sauté à la figure pendant le confinement, à savoir de sous-équipement chronique dans tous les domaines, de manque de formation des enseignants, parce qu'en fait, effectivement, les enseignants, on l'a dit, mais il y en avait qu'à peu près un quart qui étaient capables d'utiliser du numérique. Donc les autres sont montés en compétences très très vite. Mais il y avait un déficit de formation extrêmement criant. Donc saisissons-nous de ce moment, c'est le bon moment, et investissons de façon massive. Le plan de relance va arriver, il faut vraiment que ce sujet-là soit pris en compte. Plan de relance avec des annonces qu'on espère au Grenelle, on verra, j'espère, oui. En tout cas, on fait tout pour. Voilà, on n'a pas encore la réponse évidemment j'espère, sur ce financement qui devait être annoncé il y a quelques semaines et qui le sera bientôt à l'occasion du Grenelle de l'éducation. Je crois qu'on a soulevé beaucoup de questions, on a donné des pistes, on peut lire énormément de choses sur la question. On a parlé du chercheur Michel Desmurger, on a parlé de Bernard Stiegler pour aller plus loin dans la réflexion, y compris philosophique, sur ces objets du numérique. Et puis je crois qu'on a parlé des pratiques le plus concrètement possible dans le temps qui nous était imparti, évidemment trop court. Je vous remercie infiniment tous les quatre. Merci Christine François d'avoir été avec nous depuis Nancy au sein du rectorat. Vous êtes déléguée académique au numérique pour l'Académie Nancy-Metz. Je le rappelle. Merci Bruno Revelin de nous avoir expliqué comment ça s'était passé donc chez Editis où vous êtes directeur du développement numérique. Merci Rodrigo Arenas, coprésident de la FCPE, Fédération de parents d'élèves, et Célia Rosentraub. Merci et on espère donc pour nous tous, pour les élèves, des financements pour l'école en général. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association des éditeurs d'éducation. Merci beaucoup.